maintenant, on va parler documentaire adulte avec Pierrette et Agnieszka. Vous avez une petite plaquette dans les mains sur les documentaires adultes avec en première page les tendances éditoriales de l'année. Cette plaquette que vous avez dans les mains, elle est la synthèse un petit peu de toutes les sélections qu'on peut faire sur le portail au fil de l'année. Donc on en avait déjà fait une en juin au précédent Accroche-Doc. Donc là, c'est plus une sélection qui porte sur les 6 derniers mois. Donc c'est les sélections, les fameux Top Doc, notre sélection mensuelle, et des recommandations, enfin ce que nous, sur le portail, c'est indiqué en recommandations, mais qui sont des avis, des ouvrages qu'on a trouvés un peu à remarquer ou remarquables, qui alimentent aussi le portail. Et puis quand même, parce que pour l'Accroche-Doc, il faut quand même avoir un petit peu des nouveautés. Il y a des hors sélection. Donc voilà, ça fait une synthèse un petit peu globale. Donc je vous laisserai découvrir toutes les tendances, les tendances éditoriales en le lisant tranquillement. Et avec Agnieszka, nous on a décidé de vous proposer quelques coups de cœur aussi en documentaire. Voilà, c'est pas souvent qu'on en fait des coups de cœur en documentaire. Comment peut-on aimer un documentaire? Je me pose parfois la question en bibliothèque. Eh bien, ça existe. Et notamment, notamment sur un sujet là qui est pas forcément très rigolo, puisque c'est la Covid-19. On en parle maintenant. Comme ça c'est fait, on n'y revient pas. Voilà. Donc c'est vrai que moi je voulais quand même revenir sur cet événement qui marque nos vies, nos esprits, nos comportements, etc. Et ça nous occupe toujours l'esprit. Et là c'est les photographes de l'AFP, de l'Agence française de presse, qui vont nous retracer la vie du monde sous Covid-19. Donc, ce sont 400 photographies qui ont été choisies parmi des milliers et qui marquent chronologiquement des instants qui sont intenses, qui peuvent être douloureux, qui peuvent être émouvants, qui peuvent être surprenants ou créatifs, témoins de l'inventivité humaine. Et ce sont des moments aussi qui vont s'alléger au fur et à mesure que la situation planétaire va elle-même s'alléger. Et sur chaque photo, sur chaque page, vous avez des légendes qui précisent le lieu et le contexte dans lequel a été prise la photo. Et le tout forme quand même d'ores et déjà un ensemble qui fait œuvre de mémoire. Pandémia, ce que nous avons vécu, c'est la mémoire photographique d'un événement qui est planétaire. Voilà, j'aimerais vous parler d'abord de 3 livres sur le sujet de la religion, des religions. Cela permet peut-être ce passage entre la Covid et les vraies questions qu'on peut se poser. Donc, est-ce qu'un Dieu existe et a-t-il créé l'univers? Est-ce que les religions sont tellement importantes que sans leur connaissance, on aura du mal à comprendre les autres cultures, à comprendre les personnes différentes? Et pour finir, en 3e lieu, un livre sur une quête spirituelle. Quel est le chemin qu'un humain, qu'une personne particulière peut prendre pour trouver sa spiritualité à elle? Donc, ces 3 livres reprennent le sujet des religions des 3 angles différents. Donc, premier, c'est un livre qui entre du coup les religions et les sciences exactes, les religions et les cultures et les religions et la psychologie. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de titre Dieu, la science, l'épreuve, L'aube d'une révolution par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonacier. Alors, il s'agit d'un livre de vulgarisation scientifique sur les sujets des toutes récentes découvertes scientifiques
qui peuvent permettre à essayer de répondre à une question de manière bien rationnelle sur l'existence de Dieu. Donc, en effet, les auteurs répondent toute une panoplie des récentes découvertes cosmologiques. Donc, ils parlent de Big Bang, de la mort thermique de l'univers, de l'expansion de l'univers, de la complexité du vivant. Et pour eux, toutes ces questions-là permettent de s'approcher justement de cette question. Est-ce que Dieu existe? Et les auteurs répondent que oui, de manière rationnelle, on peut plutôt aller vers cette option-là que plutôt vers l'option matérialiste. Donc le livre a été suivi par nombreux scientifiques avec une préface d'un prix Nobel de physique. Donc je trouve ce livre très passionnant parce que vraiment il permet de reposer à nouveau cette question un peu oubliée, question métaphysique sur l'existence de Dieu. Et deuxième titre, les 7 religions des Enakayahu. Il reprend le sujet des religions d'un angle totalement différent. Donc, elle essaie de comprendre quelle est l'interférence entre les religions, les cultures, les civilisations. Donc, elle se base sur une vision du monde donnée par les 7 grandes religions contemporaines. Et elle essaie dans les chapitres, elle présente les notions qui différencient beaucoup la vision occidentale, chrétienne, d'une par exemple vision orientale, indienne. Sur le temps par exemple linéaire, son temps circulaire. C'est tous les sujets qui sont abordés de cette manière-là, qui permettent de voir vraiment les grandes différences entre les cultures, qui sont liées aussi aux religions qui les nourrissent pendant les millénaires. Donc ce livre se pose aussi question du coup des compréhensions de l'autre et va plus loin. Elle veut se poser la question, est-ce qu'on peut être vraiment tolérant, vraiment aller vers une société de paix si on ne connaît pas d'autres cultures, d'autres religions. Et le troisième livre, c'est un titre de Pierre Corbeil, Vivre ma spiritualité aujourd'hui, une affaire de conscience. Et il présente une quête identitaire d'une personne qui cherche sa voie parmi différentes traditions spirituelles. Donc, ce qui est, je trouve, intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur présente un peu de manière, on peut dire théorique, quelle peut être la démarche dans la quête spirituelle d'une personne, et il présente et il illustre ça par sa recherche à lui. C'est une personne qui a fait toute une démarche, cherchait vraiment dans différentes religions, différentes traditions spirituelles, et qui finalement a trouvé sa voie dans la tradition pas très connue, c'est une tradition spirituelle méconnue qui s'appelle Vedanta. Donc c'est aussi toute une découverte d'une tradition qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, c'est les titres que je voulais faire sur les religions. Et pour descendre un petit peu des nuées de ces recherches spirituelles, on retombe vraiment dans la réalité bien plus difficile. Donc ces 2 livres présentent une approche d'un côté sociologique et de l'autre côté activiste sur le sujet des discriminations et des violences. Donc le premier livre, il présente une démarche sociologique bien documentée qui s'ancre sur des récits personnels. Le 12e livre, quant à lui, il
il se concentre surtout sur la dénonciation des violences qui sont engendrées par les discriminations sexistes et qui décrit l'oppression des femmes et des enfants. Donc ces deux livres se regroupent un peu sur la même approche qui veut dire l'urgence d'une mobilisation, l'urgence de dénoncer le déni des violences, le déni qui bloque le changement social. Et il veut dire aussi l'importance des mobilisations et d'actions communes pour aller vers le changement. Le premier titre, l'épreuve de la discrimination, enquête dans les quartiers populaires, c'est une enquête de plusieurs années menée dans les quartiers populaires, des quartiers populaires de 9 villes françaises et étrangères. Et les auteurs choisissent ces quartiers populaires car elles sont à plus de cumuler des différentes formes de discrimination. Ce qui est intéressant, c'est que les auteurs ont choisi la méthode d'entretien biographique du type récit des vies. C'est pour ça, malgré la complexité de ces sujets, le livre, il se dit assez bien. Il y a beaucoup de descriptions de vie des personnes, comment elles vivent dans ces quartiers, quelles sont les discriminations qu'elles subissent. Donc elle nous permet vraiment de voir, d'être confrontés à cette violence, à des stigmatisations, et aussi permet de voir quelles sont les conséquences à long terme de ces souvent agressions sur la vie des gens, sur leur psychologie, sur leur santé. Ça permet de voir même que ça finit par un exil, les gens qui exilient de France pour en subir plus ces discriminations. Et elle finit sur les notes positives, parce qu'elle montre aussi vraiment cette levée d'un mouvement, d'une nouvelle génération qui choisit différentes manières pour agir, les combats un peu personnels, les petites façons de faire, de vivre, mais aussi de manière plus collective. Donc il parle des manifestations, des associations dans les quartiers populaires, des quartiers dans les villes. Et donc le deuxième livre, il se veut vraiment, comme le dit le sous-titre, manuel d'action. Ces livres, c'est une vraie boîte à outils pour le changement de conscience. Donc on y trouve d'abord toutes les données qui permettent de comprendre et identifier l'ampleur des violences sexistes et sexuelles. L'auteur qui est fondatrice du collectif Nous Toutes, elle a fait vraiment un travail remarquable, un travail pédagogique, où elle explique très clairement dans les chapitres très courts, donc ça se lit vraiment très bien. On peut chercher par un sujet particulier qui peut nous intéresser. Donc elle permet de comprendre déjà la législation, le vocabulaire elle explique quels sont les mécanismes sous-jacents des violences. Elle donne également des multiples exemples des agissements violents dans la vie quotidienne, sur les lieux de travail. Et ainsi elle vraiment permet de mieux saisir le sujet et son importance et vraiment son ampleur. Ce qui est intéressant, qu'elle donne aussi elle donne des adresses, elle donne des liens, des bibliographies, vraiment les endroits où on peut se tourner pour si
voilà, si on a besoin de savoir plus ou parler à quelqu'un. Donc c'est vraiment un livre, un livre très important, je trouve très très pratique pour ce sujet très difficile. Voilà. Je continue. Moi, je suis très beau livre aujourd'hui. Et je continue sur une thématique qui vraiment jalonne tous les secteurs cette année. C'est sur les femmes, sur les matriarches. Les matriarches, c'est un livre qui a été fait par Nadia Ferrouki. Nadia Ferrouki, elle est photoreporter. Et ce livre, c'est le prolongement d'une exposition. Et c'est aussi le fruit d'un travail de 10 ans. Où elle est partie à travers le monde à la rencontre de communautés où les femmes ont une place centrale. Donc, elle va raconter le quotidien, elle va raconter l'ordinaire, mais elle va raconter aussi l'extraordinaire des femmes. Et chacun des portraits qu'elle va nous offrir suit le même fil conducteur, afin de montrer les similitudes, mais aussi les différences d'une communauté à l'autre, puisqu'on part vraiment à travers le monde. Il y en a même une en France, d'ailleurs, de communauté de matriarches. Et elle ne fait pas œuvre du tout de militantisme, mais elle veut faire œuvre de témoignage, simplement. Dans cette société, la femme est centrale. Elle ne dit pas qu'elle est dominante, elle dit qu'elle est centrale, parce qu'elle y prend des décisions qui sont économiques, qui sont sociales, elles transmettent les noms, elles transmettent le patrimoine, mais elle ne domine pas, elle ne règne pas. Donc c'est peut-être une parole à porter aussi, que la femme a une place dans la société et qu'elle n'est pas forcément vouée à vouloir dominer, mais simplement à tenir sa place telle qu'elle l'a depuis des millénaires dans certaines de ces sociétés, donc pourquoi pas un peu partout. Ça, c'était la petite touche perso, évidemment. Un dernier beau livre sur un sujet qui est là aussi très compliqué et très difficile, qui est la pauvreté dans le monde. Et c'est un problème éminemment complexe. Là aussi, c'est la synthèse d'une enquête d'un photographe et d'une économiste. Et c'est une enquête qui a été menée là aussi sur 10 ans et qui a été menée à travers 36 pays différents. Et qui pose le constat d'une situation qui est désastreuse pour certains et la difficulté de résoudre le problème. Donc le fait qu'ils aient pris des photos, alors là ils utilisent toujours une page du journal du pays à une date précise et ils vont faire la comparaison entre différents pays et ils vont faire voir un poisson dans un pays, et dans un autre pays, les mêmes personnes peuvent en acheter 10 ou 15. Ils ont choisi des denrées alimentaires qu'on pouvait retrouver à peu près dans tous les pays. Effectivement, le pain ne sera pas forcément de la même forme avec les mêmes céréales, mais ça restera du pain, par exemple. Et ils vont faire cette comparaison. Donc le format photographique donne vraiment cette instantanéité, cette immédiateté pour visualiser ce que peut être la pauvreté. Il est conçu de telle façon aussi que sous couvert de volets, vous avez accès à des graphiques, à des informations vraiment éminemment économiques, puisque c'est fait aussi par une économiste. Et pour moi, c'est un bel outil de médiation et de compréhension sur ce sujet, et qui a été l'objet d'une exposition primée aux rencontres internationales de photographie de Arles de cette année. Et enfin, pour terminer, c'est pas un beau livre, mais c'est un bon livre, j'ose le penser, et sur un sujet qui là aussi est très actuel, sur les séries, puisqu'à l'origine, qui n'a pas déjà regardé une série?
Merci de ne pas lever la main, ça me rassure. Et là, qui a été fait par une universitaire, Virginie Martin, qui est accro aux séries et qui, dans un cadre universitaire, a essayé enfin, elle n'a pas essayé, elle démontre les tenants et les aboutissants des séries, ce qu'il y a la face cachée, et qui lui permet de nous dire qu'elles sont hypnotiques, manipulatrices et stimulantes. C'est quand même des termes relativement forts. Sachant que les séries vont véhiculer de nombreux messages sur l'écologie, sur la société, etc. Et qu'elles vont aborder tous les enjeux de nos sociétés. Elles vont modifier nos représentations, inconsciemment, nos représentations dominantes sur les sexes, sur les couleurs, sur des sujets qui peuvent être clivants et qui vont nous amener à changer de position peut-être, ou à voir différemment le monde. Et elle va aussi, et là je pense qu'il faut vraiment être attentif, elle va aussi décortiquer la puissance offerte aux mastodontes financiers qui gèrent ces séries, ce qu'elle appelle les DAN, les Disney, Amazon Prime Video et Netflix, et voir un peu comment ils construisent leur offre de manière à nous rendre si accros à ce format-là. Et je pense qu'après avoir lu ce livre, vous ne regarderez plus les séries de la même manière. J'ose l'espérer. Voilà, c'est terminé pour ces quelques coups de cœur en documentaire. Je vous laisserai découvrir le reste dans la biblio.